message particulier Honnêtement, je suis venu avec un message spécifique pour Philippe Moreau aujourd'hui, pour sa Légion d'honneur. Bon, le message des chefs d'entreprise, je pense qu'on en parlera autour de la table ronde, c'est effectivement de, malgré toutes les difficultés qu'il rencontre aujourd'hui, et il ne faut pas baisser la tête, mais je pense que de toutes les façons, les chefs d'entreprise sont par nature des gens optimistes, même dans les cas les plus difficiles. On voit bien que même aujourd'hui, dans les enquêtes que l'on fait, même si une grande partie d'entre eux, c'est une dernière enquête KPMG, je passe sur votre contrôle, il me semble que 92% des chefs d'entreprise sont très pessimistes sur l'avenir économique de notre pays, mais il y en a quand même même pas la moitié qui sont pessimistes pour leur entreprise. 56%. Merci. Parfois une petite majorité, seulement 56%. Ce qui fait bien voir que ces entreprises sont des gens qui sont battants et qui se reculent devant aucune situation. Heureusement d'ailleurs, parce que quand même cette situation économique est difficile, je crois que c'est pas la peine de reprendre tous les indicateurs, tous les indicateurs sont rouges. Je crois que c'est simple, que ce soit l'international, que ce soit le chiffre d'affaires, les carnets de commandes pour les chefs d'entreprise et les difficultés de trésorerie, c'est la même. Je crois que la difficulté aujourd'hui la plus importante sans doute pour les plus petites entreprises d'entre nous, c'est la trésorerie, puisque les délais de paiement ne sont pas respectés par les uns ou par les autres, y compris les collectivités locales et l'État, qui sont sans doute les meilleurs dans ce genre-là. Et donc les chefs d'entreprise se retrouvent, comme ils travaillent souvent avec une seule banque, avec des découvertes bancaires pour le court terme, avec des banques qui ont des difficultés supplémentaires du fait de Bâle 3, sont un petit peu obligés de serrer, et la première des choses qu'elles font, c'est effectivement de baisser le court terme, les découvertes bancaires pour aller très vite. Et donc ce qu'on a essayé de mettre en place, mais ça fait déjà maintenant, ça fait à peu près un an, à peu près jour pour jour, où j'étais dans le bureau de notre ministre du redressement productif, pour lui dire que nos entreprises avaient déjà des problèmes de trésorerie. Ça a été assez long pour le convaincre. Depuis maintenant le mois de janvier, on a remis en place ce crédit de trésorerie dans Oseo, si vous voulez, à hauteur de 500 millions d'euros, que les entreprises peuvent se saisir pour remplacer leurs découvertes bancaires sur des crédits moyen terme. Donc ils ont deux avantages. D'abord, ils sont fiables, parce que quand on a un crédit moyen terme, il ne peut pas être modifié comme ça. Et ensuite, les taux d'intérêt sont bien moins élevés, donc c'est beaucoup plus intéressant pour l'entreprise. Donc c'est une bouffée d'oxygène ça doit l'être, petite, parce que c'est un signe positif. Et puis derrière tout cela, c'est tout le problème du financement de l'entreprise. On essaie de travailler sur l'ensemble des crédits court terme, moyen terme et long terme. Essayer de dire aux entreprises, n'ayez pas qu'une seule banque, il faut en avoir plusieurs, parce que il faut avoir des relations comme vous avez avec vos autres fournisseurs, il faut les voir souvent, pour parler de vos difficultés, pour qu'ils soient habitués, pour ne pas les voir seulement le jour où vous avez des soucis. Et puis de voir tous les financements alternatifs qu'il peut y avoir à la place de la banque. Alors évidemment, je crois que la banque c'est 92% du financement de l'entreprise, donc il ne faut pas se faire trop d'illusions. 7% par les business angels, les fonds, etc. et 1% par la bourse. Donc, vous voyez, toutes les entreprises, donc c'est effectivement le circuit bancaire qui fait le financement des entreprises. Mais il y a aussi pour certains types d'entreprises, des entreprises dans les nouvelles technologies, des entreprises qui innovent, des entreprises qui sont dans la naissance, il y a des organisations qui se mettent en place pour effectivement financer justement le long terme, le moyen terme au niveau investissement. Mais il est vrai qu'aujourd'hui le problème c'est que les chefs d'entreprise ont une confiance très limitée, comme je vous le disais au début. Et donc l'entreprise, elle est comme le particulier, elle n'investit pas, elle n'embauche pas, parce qu'elle ne sait pas ce que sera fait demain, d'où un nombre de mesures importantes qu'on essaye de vendre au gouvernement aujourd'hui. Et je crois que ça a été quand même précisé dans la conférence du président de la République lorsqu'il a fait la clôture des assises de l'entrepreneuriat, et y compris dans son discours avec la presse, il y a 15 jours, maintenant de 2 semaines et demie. Il a donc conforté le rôle de l'entreprise et du chef d'entreprise, et je voudrais qu'il continue sur cette lancée. On est dans une situation exceptionnelle, et la situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Alors, on a vu les chiffres de l'emploi il y a 2 jours, 3, tout à fait récemment. Alors 40 000, c'est 1500 emplois par jour qui disparaissent dans nos entreprises, parce qu'on parle de Florange, on parle maintenant de Gaudier un peu plus à Amiens aujourd'hui, mais on ne parle pas des centaines de petites entreprises qui tombent dans le silence le plus absolu et le désintéressement total. C'est quoi la priorité pour vous aujourd'hui? Je crois qu'il faut essayer de prendre des mesures urgentes d'emploi. Alors on a 2 ou 3, si vous voulez que les contrats à durée déterminée, par exemple, puissent être renouvelés plusieurs fois dans le cadre de la durée maximum d'un CDD qui est de 18 mois. C'est-à-dire qu'on puisse reconduire 4, 5 ou 6 fois des contrats de 3 mois, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise, combien j'ai d'exemples tous les jours, parce que toutes les semaines, en tout cas, j'ai d'entreprise qui me dit je ne peux pas
prolonger mon CDD parce qu'il a déjà été renouvelé une fois, alors que j'ai devant moi quand même quelques semaines, ou 3 semaines, ou 3 mois, ou 1 mois de travail, je pourrais le reconduire une 3e fois. Donc est-ce qu'il vaut mieux être au chômage ou continuer un CDD? Moi je dis oui, il vaut mieux être au CDD. On a aussi d'autres mesures, on préconise de dire dans les entreprises de moins de 20 salariés, un emploi pérenne qui serait créé maintenant, pendant la durée du quinquennat, les 4 ans qui restent, serait sans charge patronale. Exonéré de charge patronale pendant 4 ans. Pendant la durée de... Pardon. Alors voilà, la 3e, merci Jean-Yves. Le problème des seuils sociaux, vous savez qu'on a 2,4 fois plus d'entreprises de 49 salariés que de 50. Et puisqu'il y a un blocage réel, on le constate sur les chiffres, même si on peut se demander pourquoi, etc. Parce qu'il y a 34 obligations administratives supplémentaires, il y a 4% de la masse salariale qui est en charge supplémentaire, vous avez l'obligation d'un comité d'entreprise, etc. Toutes les mesures fiscales et sociales en plus, ça pose un problème. Donc de dire, eh bien écoutez, on met ça on arrête pendant 2 ans. On fait un moratoire pendant 2 ans de ces mesures, et on vérifie tous les 6 mois si effectivement on a une augmentation d'emploi dans cette entreprise. C'est important parce que c'est dans les entreprises de 50 à 100 salariés que se crée le plus d'emplois. C'est un chiffre que j'ai vu il y a environ 2 mois. C'est assez nouveau, c'est dans une toute petite entreprise. Ça permettrait de libérer les créations d'emplois. En tout cas, je ne sais pas si ça... Moi je le pense, mais au moins faisons l'expérimentation. Avec ces 3 mesures... à l'embauche. Si avec ces 3 mesures, on évite d'avoir 40 000 chômeurs dans 3 mois, parce qu'il faut le temps que ça se mette en place et le temps qu'on le mesure, mettons 3 mois, alors, au moins on aura gagné quelque chose. Donc ça, c'est des propositions que vous avez faites? C'est pas que j'ai faites, que je fais, que je rencontre quand je rencontre les ministres, quand je rencontre le président de la République, le Premier ministre, tout le monde, ils sont bien au courant de mes demandes. Et vous allez porter la conférence sociale? Ça, c'est la conférence sociale du 20 et 21 juin. Bien sûr, lors du matin, quand on aura notre dialogue avec le président de la République, je lui parlerai, entre autres, de ce problème et des solutions qu'on préconise. Est-ce qu'il y a déjà eu des avancées, je pense à l'accord à l'ANI, pour vous, qui a été signé en... Oui, je crois que l'ANI est un accord qui est intéressant et positif globalement, puisqu'on l'a signé sinon on ne l'aurait pas fait. Il profite dans un premier temps sans doute davantage aux grandes entreprises, mais on a quand même mis un pied dans la porte sur la flexi-sécurité, parce que ce qui se fait maintenant, dans une entreprise de plus de 10, vous pouvez théoriquement le mettre en place. Alors, je ne dis pas que c'est simple, hein, c'est compliqué, il faut avoir des syndicats, etc. Mais ça, on a ouvert au moins ce chapitre de la flexi-sécurité, ce qu'on n'osait pas faire depuis des dizaines d'années au moins. Donc ça, c'est un côté positif. Un problème que l'on a aussi, c'est avec l'Union européenne, où justement on essaie d'avoir une action pour permettre, c'est des systèmes, vous savez, genre le terme... Détachement des travailleurs. Détachement. Le détachement des travailleurs. Vous savez que, par exemple, vous pouvez, depuis la France, demander à une société de vous prêter 10 maçons ou 50 maçons sur votre chantier qui viendront de Lituanie, etc. Vous les paierez un prix net, parce que c'est une société de maintenant, mais la société ne paiera pas de charges sociales, seulement de charges sociales de son pays d'origine. Donc, ce qui fait que vous avez c'est 2 fois moins cher. Et pendant ce temps-là, on a des salariés français au chômage, puisqu'on ne peut pas les avoir longtemps. Donc, il faut absolument, c'est une demande, que l'on fasse, qu'on modifie cette circulaire. Et d'ailleurs, un de mes projets lors de la conférence sociale, c'est de demander à tous les partenaires sociaux, c'est-à-dire les 5 patronats salariés, les 5 salariés et les 3 patronaux, de signer une demande commune pour justement modifier ce texte à Bruxelles. C'est ça. Donc j'espère qu'on l'aura, j'en ai déjà parlé à 2 ou 3, j'ai bon espoir que ça se passe. Il faut qu'on modifie la directive, si vous voulez, européenne, qui l'autorise dans ces sens-là actuellement. Alors la France doit présenter un projet, et si la France est appuyée par l'ensemble des organisations représentatives, patronales et syndicales, peut-être que c'est une chance de passer davantage. Et puis parmi nos adhérents, ceux qui souffrent aussi, vous parlez du bâtiment, il y a les transporteurs routiers, et notamment les collectifs qui ont l'ouverture du cabotage qui ont en train de figurer. Donc ceux-là, ils sont concernés aussi, et croyez-moi, ils en profitent pas. Donc globalement, il y a des choses qui ont été faites depuis un an. Écoutez, oui. Non, mais attendez, pas assez, évidemment. Je vous disais oui, c'est assez, vous ne parliez pas, et puis je ne serais pas là, parce que je me serais fait pendre haut et court. Bien sûr qu'il y a eu des choses de positives. Il y a par exemple le crédit d'impôt compétitivité emploi. Alors, même si nous avions demandé une baisse de charge qui était beaucoup plus facile à mettre en place et puis qui évitait toute dérive, etc., puisqu'on en voit quelques aujourd'hui. Ça aurait été plus simple. Bien sûr, sauf que c'est un peu plus difficile pour passer parce qu'il fallait quand même des accords au niveau
national pour modifier. Enfin, c'était plus simple. Bon. Et puis ça pénalisait les résultats d'Exercice France, entre guillemets, pour l'année 2013. D'où leur choix, crédit d'impôt compétitif d'emploi. C'était pas notre préféré, mais enfin ça a été fait. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise peuvent s'en saisir. Ben, le crédit d'impôt compétitif d'emploi, il sera vérifié, il sera mesuré 1% sur les résultats de votre exercice 2013 et 6% sur les résultats de votre exercice 2014, puisque ce sera automatique. Sauf si vous avez besoin de préfinancement, qui a été mis en place aussi, auprès d'Oseo par exemple, et puis les banques commencent à prendre le système, on est déjà début juin. Hein. Donc le préfinancement qui permet de faire de la trésorerie, et c'est d'une simplicité exemplaire. Contrairement à ce que pas mal de chefs d'entreprise pensent, allez sur le site oseo.fr, que je connais bien pour des tas de raisons, mais vous y allez, et pour une entreprise de 50 personnes, l'expérimentation a été faite il y a une dizaine de jours, et j'étais là, en un quart d'heure, vous remplissez le formulaire, vous faites signer la ligne des salaires de 0 à 2,5 par votre expert comptable ou votre commissaire aux comptes, vous envoyez ça à Oseo, et 10 jours après, vous recevez votre chèque. Les entreprises ne s'en servent pas encore assez? Pas suffisamment. Les plus grandes des PME s'en sont servies rapidement parce qu'ils ont bien compris l'intérêt pour celles qui avaient besoin de trésorerie, mais les plus petites entreprises le sont d'abord aussi parce qu'au départ, en dessous de 25 000 € de préfinancement, on était rebalancé sur le crédit de trésorerie de 500 000 dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, j'ai fait ce qu'il fallait dire au conseil d'administration d'Oseo au mois de février. J'ai dit que j'en étais pas question, que le crédit d'impôt compétitivité d'emploi il était valable pour toutes les entreprises. Et donc il fallait absolument que même pour 1 000 €, ils ouvrent un dossier. Donc ça a été corrigé le lendemain. Donc maintenant c'est valable pour toutes les entreprises, quel que soit le montant. Même si ça coûte plus cher comme frais de dossier, mettons. Donc ça y est. Mais il faut maintenant que le chef d'entreprise s'en saisisse, soit persuadé que c'est simple, et s'il en a besoin, qu'il l'utilise. Alors, on me fait passer la note de tout ce qui a été fait pour les... Voilà, je ne vais pas vous dire tout ça. Bon, allez. C'est le cas, le contrat de génération. Qui ne marche peut-être pas très vite, etc. Mais enfin, quand même. La suppression d'une chose importante qui va être faite très rapidement, c'est la suppression de la notation 0,40 pour le chef d'entreprise qui a déposé son bilan et qui est marqué au fer rouge, qui lui retire toute possibilité de seconde chance. Ça, la ministre Pellerin était tout à fait d'accord, on en a parlé tout de suite, elle l'a pris et ça a été mis dans le texte. Donc ça doit être en train de se voter au niveau décret sur cette notation 0,40 pour favoriser la deuxième chance, donc tout le monde se félicite. Bon, il y a la publication sur les informations financières transmises au greffe des tribunaux, ce sera plus confidentiel, on est en train de travailler, vous savez que les commissaires aux comptes aussi on publie les comptes de toutes nos entreprises par obligation. Et donc tous les concurrents, français ou étrangers, peuvent avoir toutes les informations sur votre entreprise de manière assez précise. Donc on a demandé que ce soit plus confidentiel et que sauf un certain nombre d'organismes publics ou parapublics y aient accès. Donc ça c'est en cadre de marché. Un pas très important qui a été fait, je crois grâce à la CGPME, c'est le problème des plus-values sur fiscalité, plus-values de cession sur les valeurs mobilières. Puisque rappelez-vous, loi de finances déjà 2013, on était en novembre, on s'est battu comme des fous dessus. Les pigeons, enfin non, on n'était pas les pigeons, on était les dindons de la farce, entre guillemets. Donc on est arrivé en criant fort à avoir le même, grosso modo, la même fiscalité qu'auparavant, ça n'a pas été modifié, mais dans les propos des états généraux des assises de l'entrepreneuriat, des assises de l'entrepreneuriat, les pigeons sont venus de l'attaque, et il était dans les tuyaux le fait que pour ces pigeons, entre guillemets, ces actionnaires de moins de 10%, business angel et tout ça, la fiscalité serait amoindrie, mais en compensant sur une plus-value plus importante sur les cessions de parts sociales pour nos entreprises patrimoniales lorsqu'elles cédaient leur entreprise ou si elles partaient à la retraite, etc. Donc on s'est battu très fort et j'ai obtenu cet accord avec le président de la République un soir tardivement pour la petite histoire, avec les 9 observatoires réalisés. Et je lui ai expliqué pourquoi, je lui ai dit les montants, et donc on a obtenu ce que nous souhaitions nous, les 500 000 € sans plus-value pour les plus petites entreprises qui se transmettent, une franchise d'impôt complète, de fiscalité, et ensuite une fiscalité qui est de l'ordre de 26-27%, qui est à peu près dans la moyenne européenne, il ne faut pas trop chercher non plus, mais globalement ça a été quelque chose de très positif, en tout cas c'est très bon pour nos chefs d'entreprise. On a aussi, alors c'est plus ancien, alors je lis mon texte, nomination d'un médiateur à la commande publique. Donc ça c'est important, et donc le médiateur est un président de CGPME territorial. Donc ça il a été nommé à ce niveau-là. La hausse du plafonnement des indemnités kilométriques à 7 chevaux. On a fait un succès formidable parce que le gouvernement voulait le faire à 6 chevaux, au lieu de 12, quand même, 13. Donc on est arrivé à 7, on a monté en... Ne mettez pas ça, Bon, et puis l'extension des crédits d'impôt recherche à l'innovation. Alors dans les mesures sur lesquelles on n'est pas content du tout, notre opposition à l'amnistie sociale adoptée par le Sénat, qui a été heureusement rejetée par l'Assemblée nationale, parce que vous connaissez le problème d'amnistie que vous connaissez bien, j'imagine.
On a protesté, mais là on n'a pas gagné pas encore, contre l'augmentation des cotisations des travailleurs indépendants, qui rentrent dans la fiscalité générale, les charges générales, et qui augmentent leur coût de 30%. Donc c'est quelque chose de très important qui fait modifier le comportement du chef d'entreprise. C'est-à-dire que chez l'entreprise qui est comme ça, ce régime-là, il a tout intérêt à modifier, à passer en IRL, SARL, URL, etc. Il ne faut pas rester sous ce régime de travailleurs indépendants, parce qu'il n'y a pas rien. Donc je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il fallait faire. Il y a eu un truc formidable, c'est la suppression du jour de carence pour les fonctionnaires. On était arrivé à rejoindre un petit peu tout ça, et on va en reparler violemment, parce que lors de la conférence sociale, on va parler entre autres des retraites, pour pas dire on ne parler que des retraites et de l'emploi, mais sur les retraites, on a une vraie volonté, on l'a affiché, c'était pas prévu dans le texte pour en parler, c'est l'alignement, enfin du moins, c'est la convergence du régime du public sur le privé, et du privé, le régime public et privé. Alors on ne demande pas l'alignement tout de suite, parce que c'est un problème d'une complexité épouvantable, mais ça a été aujourd'hui maintenant, par la semaine dernière, lorsqu'on est arrivé à la réunion avec le Premier ministre et Michel Sapin, ils ont clairement annoncé que ça serait ce rapprochement, cette espèce de convergence, serait étudié lors de la conférence sociale. C'est quand même des points quand même très, très différents qui sont inacceptables pour nous. Entre autres, la durée on compte les 25 dernières années, vous connaissez tout ça. Je passe et des milliers. Suppression de journée de carence, parce que même si ça coûte plus cher, alors cette journée de carence pour des tas de raisons que j'ai à peu près compris, mais je n'ai pas envie de répéter. 60 millions d'euros. Oui, 60 millions d'euros. Mais c'est plus le fait qu'on avait, pour une fois, on avait rapproché le public du privé sur un an, parce que nous c'est 3 jours, et le public c'est un an. Bon, allez, on remet tout le monde, les compteurs à zéro, quand même. L'augmentation... pour vous, c'est un loupé. Enfin, vous souhaiteriez qu'on remette ça? Ah oui, non, mais on va le remettre. L'augmentation du forfait social concernant, vous savez, l'intéressement, la participation et tout cela, on a commencé il y a 4 ans à 2%. On est aujourd'hui à 20%. Les 20%, ça a été décrété par ce gouvernement. Donc, comment voulez-vous, moi qui ai pris mon bâton de pèlerin pendant 2 ans pour dire à mes territoires, à la chef d'entreprise, soyez incités à mettre de l'intéressement pour plein de raisons, l'harmonie, etc. en entreprise, et d'un seul coup, ça passe de 2 à 20%. Alors là, j'ai vraiment bravo. Instabilité juridique, remettre de l'ordre, de l'ordre dans le régime social des indépendants, le RSI. Parce que ça semble pas parfaitement partagé par la totale. Il y a plein de dossiers qui sont vraiment perdus, carrément paumés. On a des adhérents. C'est d'asseoir autrement que sur les salaires, une partie de la fiscalité des charges sociales des entreprises. 77% du financement de la protection sociale est assis sur les salaires. Il y a vraiment des branches comme la santé ou la famille, par exemple, ça n'a aucune raison d'être dans l'entreprise. Rappelez-vous, c'est une réflexion qu'on a déjà eue il y a 3-4 ans, du temps de l'ancien gouvernement, où on avait dit qu'il faut augmenter la TVA pour faire une flat tax que tous les Français paieront, et on retire de la charge de l'entreprise au moins une branche. On était sur la famille, et j'avais demandé en plus, par rapport à mes amis du Mulet, j'avais demandé à ce qu'on baisse aussi les charges en partie sur les salariés, de façon à ce que leur salaire net soit augmenté brutalement. Brutalement de quelques pourcents, si vous voulez, mais qui permettait d'annihiler un peu l'augmentation de TVA de 3 ou 4 points, 3 points qu'on demandait, ou d'un point de CSG, puisque 3 points ça faisait 18 milliards, un point de CSG ça en faisait 13, on n'est pas dans le compte des 30 milliards. Donc voilà ce que nous avions fait, et donc on va revenir un petit peu là-dessus, parce qu'il faut le coût du travail, il y a le coût et le hors-coût. Dans le hors-coût, on a pas mal de propositions qu'on a faites, et ça on a tout un bouquin, je n'ai pas voulu les 50 000. Mais sur le coût, les charges, c'est vraiment impossible. On n'est pas concurrentiel par rapport à nos confrères de pays de l'autre côté. Mais quand c'est la Belgique, c'est quand même tout près. Quand c'est les Suisses, c'est tout près. Quand c'est les Italiens, c'est à côté. Vous voyez, travailler avec tous les territoires quand ils sont frontaliers, ont des sujets qui ne peuvent pas se battre. Il n'y a rien à faire. Alors nous allons donc parler, par représentativité patronale, on va en parler d'ailleurs dès la conférence sociale avec le président de la République le matin, puisque vous savez que le première matinée sera consacré aux organisations représentatives, avec le président de la République, donc toute la matinée, on aura le temps de vraiment dialoguer sur ça. Vous savez que la représentativité patronale, c'est pour moi un combat important. J'y mets toute mon énergie, ça fait longtemps que je l'ai demandé. On avait préconisé il y a 2 ans déjà des solutions, on est modifié. Maintenant, on a fait des propositions à nos partenaires, que sont MEDEF et l'UPA. On attend en retour les modifications qui pourraient peut-être y apporter. Globalement, c'est un accord cadre que je voudrais qu'on puisse présenter au président de la République le 20 juin, pour faire voir. Alors, j'espère qu'on pourra le présenter tous les 3. Si on ne peut pas, moi je présenterai mon accord en tout cas. Le but étant, il faut vraiment qu'on soit représentatif au niveau de la représentation qu'on a dans les territoires. Et je pense que
tous nos chefs d'entreprise. Que votre représentativité repose sur l'adhésion de nos chefs d'entreprise dans les territoires, de nos chefs d'entreprise dans les branches professionnelles, etc. Et qu'il y ait une véritable représentativité réelle, parce que j'estime que la CGPME, depuis 12 ans, 10 ans maintenant, plus de 10 ans que je la dirige, est sous-représentée et qu'on n'arrive pas à discuter quoi que ce soit comme poste supplémentaire. Moi, j'ai une volonté importante. Je crois que dans un pays où on veut de la justice et de l'égalité, aucune organisation, quelle qu'elle soit, comme c'est pour les salariés, ne soit majoritaire. Il faut que les 3 organisations d'avant soient égalité. Non, je ne dis pas égalité, c'est pas mon. Non, mais c'est qu'aucune n'est plus de 51% dans tous les mandats que l'on a les uns les autres. Parce qu'en nombre d'adhérents, la CGPME, c'est. Écoutez, on a Jean-Le. 600 000 adhérents. 600 000 adhérents avec voilà, branches et territoires, puisqu'on a un peu plus de 250 branches professionnelles et 130 territoires. Contre combien dans les... Ça affiche 750 000. On les laisse. Et puis il y a aussi la fiscalité écologique qui risque de nous arriver. Alors moi j'ai demandé bien sûr depuis longtemps, parce qu'on n'est pas contre une fiscalité écologique, si c'est à iso-fiscalité. Il faut que si on nous rajoute X points de fiscalité écologique, qu'on nous retire X points ailleurs, pour que ça ne coûte pas plus cher à l'entreprise. Parce qu'on nous dit c'est nous en Europe qui avons le plus faible taux d'imposition fiscale. Oui, mais on est les premiers du monde en fiscalité générale. On a battu la Suède il y a 3 semaines, je crois, maintenant. Il faut savoir que les prélèvements sur les entreprises, c'est 65,7% aujourd'hui. En Allemagne, c'est 45,8%. Redis-moi ça. Les prélèvements sur les entreprises, 65,7% en France, 45,8% en Allemagne. Donc vous voyez le delta qu'il y a entre les deux, on s'étonne après que nos entreprises ne soient pas exportatrices, qu'elles ne soient pas industrielles, qu'elles n'aient pas...